le deuxième point, donc à propos des unités paysagères, partir des villages. Alors, ce que nous sommes en train de faire pour le moment, c'est de repérer les villages desquels on trouve donc des traces dans la littérature, c'est-à-dire que c'est la littérature même qui parle de village ou qui dit de là à là, c'est un village, après c'est une autre chose. Il y a cette rue qui sépare mon quartier d'un autre quartier. Donc on trouve, et ici vous voyez, c'est les livres que je vous ai déjà décrits avant, et on a des petits morceaux de texte, on va voir quelques petits fragments. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a clairement des villages et il y a clairement des parties qui sont comme des espaces de transition qu'on doit traverser pour arriver dans le village. Et donc, on est intéressé aussi à comprendre un petit peu ce qui est entre les choses. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas terminé. Mais c'est intéressant le fait que, même hier soir, je parlais avec une collègue de l'école de Nantes, mais qui habite à Paris, et je lui ai raconté qu'on avait commencé des villages. Elle m'a dit, ah oui, mais c'est évident. Ah oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Évident, si tout le monde aujourd'hui, toutes les personnes avec lesquelles je parle, c'est pas que juste des personnes, des gens qui habitent à Paris, et tout le monde dit, ah ben oui, non, c'est vrai, les villages, c'est quelque chose qui fait du sens. Ben, déjà, je pense que là, on a touché à une piste intéressante. Après, on verra jusqu'où on arrive et quel est le sens de ce village. Ça reste le fait que nous, on parle aussi des visiteurs, on a dit. Je dois dire que la description mais on va y arriver. Donc, alors, une image en pleine construction. Et donc, on a pris le village mère, celui qui avait suscité finalement cette idée de village, donc Cocteau, et qui il commence en disant Paris est une ville de village. Après, il dit j'habite à Paris, un quartier qui mieux que tout autre démontre combien notre capitale est faite de petites villes sans aucun rapport les unes avec les autres. Le Palais Royal. Pour aller en ville, donc à son époque, on disait qu'on allait en ville, on en trouve une vieille, je pense que là, il a peut-être une vieille rue, je sais pas, non, une vieille porte. On grimpe un escalier à pic entre deux échoppes, on traverse une impasse ténébreuse. Déjà, je me suis dit, mais c'est où tout ça, ce monde merveilleux, un petit peu mystérieux. Quand on passe au Palais Royal, on a l'impression que c'est tout lisse, c'est tout clair. Mais non. Et voilà. Exactement. Ça, c'est la partie qui est derrière. Et là, on commence à, effectivement, il y a le passage, il y a les escaliers, on traverse, on a l'impression de creuser une matière, non? Et donc, je pense que finalement, même si, vous avez raison, ça c'est littéraire, évidemment, c'est un grand écrivain qui écrit ça, mais ça reste quand même quelque chose que c'est pas que tout le monde comprend Paris comme ça. Peut-être, oui, vous, qui vous êtes vraiment là-dedans, mais le touriste, non, pas du tout, par exemple. Donc, on doit penser aussi à comment élargir la compréhension de Paris. Peut-être cet atlas, c'est aussi l'occasion de faire accéder un petit peu plus à certains des espaces ou comprendre mieux pourquoi ces espaces sont là, ils sont comme ça, etc. Intéressant ce que dit, par exemple, donc un vers, c'est Éric Hazan, l'invention de Paris. Il dit la Bourse ou le village satellite du Palais Royal. Et après, les Tuileries ou le second village satellite du Palais Royal. Je trouvais assez ironique, assez intéressant. Donc, je ne m'arrête pas sur ça, même si ce serait très agréable. Peut-être il faudrait faire des soirées dédiées à ça, se prendre le plaisir. Mais on voudrait quand même que l'Atlas puisse contenir, non, cette petite... ce ne sera pas tout l'univers, mais ce sera quelques éléments. Si on prend par exemple Belleville, ici c'est surtout Virginie Despentes. Je ne sais pas, peut-être Clarisse, si tu veux lire ou dire quelque chose sur ça. Je peux répondre, enfin je peux en parler en vous répondant à la remarque que vous faisiez d'un Paris littéraire qui serait un peu déconnecté du Paris habitant, et en disant que par exemple pour ce village-là, on est passé plutôt par Despentes qui le décrit beaucoup à travers le personnage de Vernon, qui est surtout dans le tome 2, donc de Vernon Subutex, qui est un SDF, et c'est aussi une façon pour nous de se rapprocher de ce regard habitant à travers la littérature. C'est pas forcément le sujet, la littérature, c'est aussi un outil de comprendre le Paris des habitants. Alors à un instant T, mais c'est pas si vieux, enfin c'est 2017, je crois, le dernier tome de Virginie Despentes, donc on est quand même dans une certaine réalité, et même si c'est à travers son prisme à elle,
il y a ce regard-là très habitant de la chose. Alors, c'est les habitants à travers la littérature, donc c'est encore une autre couche. Et après, il y a les habitants vraiment vous, enfin à travers les workshops et les discussions et le dessin tous ensemble. Mais c'est quand même une manière, c'est pas complètement déconnecté, je pense. Non, c'est au contraire une façon d'élargir, parce que nous, on n'aura pas la possibilité de rencontrer tous les habitants de Paris. Et les habitants de Paris d'aujourd'hui ne seront pas les habitants de Paris exactement les mêmes d'ici à quelques années. Donc, on doit quand même considérer qu'être habitant de Paris, c'est une catégorie un petit peu plus large, à notre avis, qui prend différents groupes de personnes. Donc, sur Montmartre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, mais sinon, on peut continuer. La chapelle, donc voilà, peut-être les périmètres ne sont pas aujourd'hui, on ne peut pas les justifier, mais dans la littérature, c'est vraiment marqué d'ici à ici, cette rue est dedans, l'autre c'est à l'extérieur. Donc c'est quand même très précis. Donc on peut partir de là et après voir si il faut les transformer. Évidemment, la question des villages, après, devient aussi une question un petit peu plus à regarder d'une façon historique, donc comme évolution de Paris dans le temps, avec cet aspect très intéressant de villages qui sont nés, disons, à l'extérieur de l'enceinte de fortification qui était celle de leur époque, et donc qui ont eu un début de village en tant que village à l'extérieur de Paris, et après, au fur et à mesure, ont été intégrés à l'intérieur. Donc, c'est une histoire que vous connaissez bien, mais c'est toujours intéressant de regarder, de comprendre comment, finalement, les dynamiques de croissance de Paris ont généré des fortifications et des villages ou des faubourgs qui ont resté pendant longtemps à l'extérieur et après, au fur et à mesure, ont été prises à l'intérieur du périphérique. On parle aussi de promenade, donc il y a toute la question des rues, des tracés. Et donc là, sur cette carte, on a mis les tracés vraiment les plus stables, les persistants, ceux qui sont là depuis beaucoup de temps. Parce que ça me semble intéressant aussi de savoir que ces types de tracés sont comme des coupes qui ont fait à l'intérieur d'une ville. On peut lire toute la séquence temporelle, donc ce sera important de bien comprendre ça. Et aussi les petites rues qui organisent aussi les villages ou les faubourgs linéaires. On a commencé à discuter de justement quel est le sens aujourd'hui de ces villages. Est-ce que c'est juste des simulacres, quelque chose qui est resté là dans la littérature, donc il n'y a aucun type de... Ou au contraire, c'est des lieux habités, c'est des lieux qui sont encore aujourd'hui des villages. Ça, c'est très intéressant. On a superposé pratiquement la densité d'habitants. Et donc, le bleu, les couleurs autour du bleu sont les lits froids, on a dit, et les rouges sont les lits chauds. Et donc, en effet, on voit qu'il y a des villages qui sont aujourd'hui, comme disait aussi un petit peu quelqu'un, je ne sais plus qui, mais des coquilles vides, hein, parce que c'est un petit peu ça, c'est des coquilles. Le Palais Royal, je voudrais savoir combien de gens habitent aujourd'hui dans le Palais Royal. Il y a encore quelqu'un qui habite. En tout cas, ce sera très peu de personnes. Et probablement, c'est des maisons utilisées épisodiquement ou, je ne sais pas, on dit des Airbnb ou des choses comme ça. Paris sort, c'est les structures paysagères, dans le sens qu'on a commencé par les grandes structures paysagères, les grandes figures territoriales qui traversent Paris, parmi toute la Seine. Et donc, vous voyez ces cartes, on travaille aussi un petit peu avec des collages, avec des cartes anciennes pour commencer à donner un petit peu d'épaisseur, parce que le problème des cartes qu'on fait avec les systèmes informatiques, c'est qu'elle devient immédiatement très, très plate, très froide. Donc, on voudrait garder un petit peu cet aspect de construction par superposition de cartes différentes pour vous montrer ça. Et ce sont des cartes qui mêlent aussi un petit peu... On a des choses qu'on voit, les volumes, les bâtiments, des morceaux de cartes anciennes où on reconnaît les forêts, etc. Tout ça pour commencer à regarder ces éléments qui sortent, qui traversent les fortifications et qui sont finalement des éléments de contact entre Paris et le reste du territoire. Aussi,
comme on dit, la visibilité, l'importance de ces objets qui émergent, les montagnes, les monts qu'on a dans Paris. De valoriser tous ces aspects topographiques qui marquent beaucoup Paris. Et la Seine. Peut-être ici, je laisse Ben dire quelques mots sur la Seine. Oui, alors effectivement, la Seine comme élément important du paysage, sans la Seine, il n'y a pas Paris. Et donc, du coup, l'idée aussi pendant l'atelier numéro 1, c'était de traverser la Seine à pied et de se rendre compte, en fait, de tous ces éléments transversales qui sont les ponts. Donc, du coup, des micro-histoires qui viennent s'agreffer sur la longue durée, sur l'eau. Et de voir, ça sera une occasion dans cet atlas, en fait, essayer de percevoir comment l'homme, avec sa technicité, chaque fois va venir et en fait va essayer de laisser une trace. Donc du coup, connecter l'eau avec la ville. On s'est arrêté pendant la visite sur le pont Alexandre III. Je dois pas vous raconter encore toute l'histoire, mais justement, un pont peut aussi, comme une espèce d'élément de structure, peut aussi nous révéler en fait toute une perception de paysage. Donc du coup, la vision de Le Nôtre, comment connecter en fait des éléments des monuments en ville par justement un bout qui vient de se greffer, se rajouter et finalement se juxtaposer sur un système dynamique. Ce qu'on sait déjà aussi, c'est que l'eau de Paris, elle a bien changé. Toute la question de la canalisation et la manière qu'on utilise l'eau dans la ville a changé. Ce qu'on peut voir à l'image, je pense ici, si j'arrive bien à boiter, c'est justement une manière, c'était une manière domestique, comment l'eau était utilisée à Paris. Aujourd'hui, on peut plus habiter à Paris à côté de l'eau, où ça devient trop cher même. Donc du coup, c'est aussi quelque chose qu'on voudra prendre compte dans cet atlas, c'est de voir cette transformation de paysage à travers justement une des plus grandes structures qui a donné naissance à cette ville. Paris sort, qu'est-ce que ça veut dire Paris sort? C'est les grandes structures géographiques, mais aussi rendre un petit peu plus évident le fait que Paris peut être comprise, et même ses paysages, en considérant le fait qu'elle a besoin de beaucoup d'espace qui est au-delà de son périmètre administratif. Et donc, si on regarde d'où vient l'énergie, par exemple, si on regarde comment les questions de déchets, les égouts, les incinérateurs, tout ça, c'est clairement à l'extérieur de Paris. Donc, on pense qu'il faudra quand même mettre un petit peu d'attention aussi sur ces paysages qui sont parisiens, totalement parisiens, mais qui ne se trouvent pas à l'intérieur de Paris. Et donc, peut-être les représenter aussi plus, faire comprendre que Paris, c'est aussi ça. Et j'arrive, je pense, presque à la conclusion, presque, avec la question des éléments de paysage. Donc, par exemple, parmi ces éléments, donc on passe une échelle plus de détails, vraiment éléments qui se répètent. La question de l'élément, c'est qu'il construit une syntaxe ou une grammaire. Donc, on considère que à Paris, il y a eu non seulement il y a des éléments très reconnaissables, donc vous pouvez prendre une instantanée, et c'est clair que c'est Paris, parce qu'il y a des éléments qui reviennent. Dans ce cas, c'est des éléments très importants. Le pont, Ben a déjà dit quelques mots sur ça. Cette famille de ponts fascine beaucoup Ben, donc il y aura quelque chose beaucoup sur les ponts. Mais aussi, on est en train de regarder avec attention toutes les modifications des sols et de la matérialité, donc les matériaux qui sont en train d'être utilisés à Paris, les transformations des espaces des rues, des voiries, le nouveau manifeste, comme on l'a appelé, pour Paris, qui montre comment certains espaces doivent être dessinés. Donc on peut s'imaginer que dans le futur prochain, on aura une évolution aussi de Paris, avec évidemment une certaine stabilité de la grammaire générale des matériaux qui caractérisent finalement Paris. C'est un grand chapitre qui devra continuer. Le cinquième point d'entrée, c'était la question du changement et donc l'évolution, les enjeux du paysage. Alors ça a été aussi très intéressant parce que justement,
Moi, personnellement, je manquais de Paris depuis quelques années. Le fait de passer quelquefois à Paris ne permet pas de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ville. Donc, ça a été l'occasion pour le comprendre mieux. Mais c'est clair que l'évolution des espaces et surtout si on commence du sol, le sol de la ville, il y a des évolutions impressionnantes dans Paris. Donc, les paysages parisiens par rapport à il y a 15 ans sont extrêmement différents. Ici, vous voyez l'évolution du taux de motorisation et à côté, vous voyez toujours des images qui sont liées au concours photographique. Et je dois dire qu'à travers ce travail, on a mieux compris pourquoi certaines images étaient là. C'est-à-dire que ces images, finalement, regardent ce qui a changé, ce qui est en train de changer. Donc, la position de la voiture, grosse question. Un taux de motorisation qui diminue. Donc, le vert, c'est toute la partie où diminue le taux de motorisation. Et à côté, comment on commence à réutiliser tous les espaces. Ça, c'est une évolution majeure pour le paysage de Paris. La présence du vélo. Comme je disais, il n'y avait pas de vélo il y a 15 ans. Donc là, c'est une carte qui parle des rythmes horaires de prise Vélib. Et on voit que dans Paris, il y a vraiment un grand turnover, je dirais, d'utilisation des Vélib. Et le paysage parisien, encore une fois, la photo montre justement cette évolution. On a compris pourquoi il y avait ces photos-là. Intéressant. Merci aux photographes. Là, donc, plus de vélos, plus de pistes cyclables. Là aussi, une intervention majeure dans une ville, disons, figée, une ville patrimoniale comme Paris. Introduire les pistes cyclables, c'est quand même un travail conséquent. Et donc, vous voyez la carte là qui montre toujours des cartes de la Pure, on utilise, qui montrent les projets en cours, c'est-à-dire les pointillés. C'est pas peut-être très lisible, mais les pointillés sont les pistes à réaliser et les lignes continues, les pistes qui existent déjà. Donc, introduire ces nouveaux matériaux urbains dans Paris, c'est un enjeu de redessiner tous les espaces publics. L'évolution des trottoirs, ça m'a beaucoup vraiment surpris parce que effectivement, les trottoirs ont pris des dimensions finalement intéressantes. Et c'est très pervasif, tout ça. Et donc, on commence à pouvoir marcher sur le trottoir, chose que n'était pas, à mon avis, possible dans le passé. Voilà, donc ça, c'est une carte toujours de la Pure qui montre l'extension des espaces piétons qui est en cours. Donc, toutes des choses qui vont changer notre relation à l'espace ouvert, par exemple. Donc, l'occupation de l'espace public, la tendance très forte après le Covid aussi de retrouver l'espace à l'extérieur. Et là, c'est des comparaisons d'aménagement de places qui ont changé dans les dernières années. Et vous voyez effectivement qu'il y a toute une nouvelle, des nouveaux paysages qui sont en train d'émerger, qui nous parlent justement de l'évolution des paysages de Paris, qui n'est pas du tout immobile. Voilà, donc un petit peu toutes les grandes transformations qui ont changé les paysages de Paris, qui montrent que Paris effectivement change. Change et va changer. Donc, par exemple, la question des îlots de chaleur, c'est là, par exemple, qu'on pourrait dire, donc, certains paysages vont évoluer dans le futur, et on pourrait montrer peut-être avec des photomontages comment le paysage pourrait évoluer. Et donc là, on pourrait peut-être comprendre si on veut que certains paysages disparaissent ou changent drastiquement, et comment éventuellement essayer de les reformuler, le repenser ou les protéger. Et par exemple, quand je parle de ça, des inondations, on peut bien montrer des images dans lesquelles la Seine occupe l'espace qui, lui, est propre, l'espace de la Seine, dans lequel on a mis une ville. Ça c'est des choses qu'on peut montrer, même si l'image à côté, vous la voyez, c'est déjà assez impressionnante, et c'est pas un photomontage, ça vous le connaissez. Ça, c'est aussi un thème très intéressant qui mériterait d'être cité quand on parle de Paris-Sort, parce que garder à Paris la possibilité d'éviter les inondations a des coûts environnementaux est assez important à l'extérieur de Paris. Donc finalement, c'est aussi les paysages de Paris. Les grands lacs qu'on a construits plus en amont, ce sont des paysages de Paris. Il faudrait le comprendre, ça, que pour justifier la sécurité de Paris, on va transformer des grands territoires. Et
peut-être ça ne suffira pas dans le futur. Peut-être que dans le futur, le changement climatique va amener des pluies tellement insistantes et fortes que même tout ce qu'on a imaginé en amont ne sera pas suffisant. Donc, on pourrait imaginer des photomontages dans lesquels on voit ça, et c'est peut-être une façon pour prendre conscience du fait que même Paris est quand même une ville fragile de certains points de vue.